Bon midi tout le monde, bon matin, en tout cas, peu importe le moment où vous nous écoutez. Ça brasse quand même pas mal dans l'actualité. Et pour parler de ces thématiques économiques-là, comme Yann est missing in action, non, c'est pas vrai. Yann, il prenait un peu de répit avec ces gars qui avaient des compétitions sportives. C'est bien mérité. Donc, avec nous ce matin, quelqu'un que vous connaissez probablement, si vous ne le connaissez pas, ben, vous allez le connaître après l'émission d'aujourd'hui. Denis Julien, merci Denis d'être avec nous autres en direct de ta résidence secondaire Ça fait plaisir. en Arabie Saoudite. Non, c'est pas vrai. Exactement. Exact, c'est ça. Donc, c'est ça. Ben, écoute, là, on a vu ce qui se passe dans les derniers jours, dernières heures. Le Canada avait réussi à avoir, comme le Mexique, un genre de sursis sur l'histoire des tarifs. On pensait, en tout cas, beaucoup de gens pensaient, puis c'était pas crétin, je pense, de penser ça. C'est ce que les marchés avaient l'air d'avoir anticipé aussi, que puis c'est un peu ce que le sondage de l'autre fois qu'on a décortiqué, c'est ce que je pense que la plupart des Américains pensent, là, tu sais, que Donald Trump se servait des tarifs comme des leverage pour négocier des affaires, puis que ces menaces-là n'étaient pas si sérieuses que ça. Là, finalement, elles ont rentré en application hier. Bon, là, je sais que ceux qui écoutent au jour le jour, peut-être que quand ça va sortir, ce sera plus d'actualité. Mais là, il doit avoir un téléphone ce matin entre le Canada, le Mexique, les États-Unis, de ce que je comprends. Je ne sais pas ce qui va ressortir de là. Mais pour une deuxième fois, là, les marchés réagissent quand même assez mal à ça. On est une deuxième journée dans le rouge. Qu'est-ce que tu vois un peu là, dans tout ça, là? Puis, est-ce que j'ai bien mis la table? Est-ce qu'il manque des éléments, là? Donc, Ouais, je vois pas que c'est une position qui est tenable pour lui longtemps. Donc, les marchés, dans une certaine mesure, on a des contacts avec des grands gestionnaires qui, eux, ne voient pas ça comme la principale inquiétude. Donc, parce qu'ils disent c'est tellement coûteux, même à court terme, pour un président de faire ça, que très tôt, s'il le fait, il va être obligé de retraiter. Mais pour l'instant, ce que les marchands envoient comme signal équivalent, c'est que si tu es vraiment sérieux là-dedans, parce que les hommes d'affaires n'ont pas tous réagi encore, ils se donnent un temps. Ils se donnent un temps pour conclure certaines ententes. Là, ce qu'ils ont fait, c'est un plein de certaines denrées qu'il y avait, mais ils se disent les probabilités que ça dure sont quand même assez faibles parce que ça va être intenable pour un président par rapport à tout ce qu'il avait promis. Là, ce qui est vu c'est comme un peu le pire des mondes, c'est celui d'un retour à un choc d'offre des années 70, quand il y avait des augmentations du prix du pétrole en 73 qui quadruplaient d'un coup sec. Et ensuite, tu avais quelques années plus tard, ça triplait de nouveau. Ben, ces chocs-là, un choc d'offre, ça rend le monde assez difficile à gérer, même pour les autorités monétaires, parce que tu as une hausse du prix d'une denrée principale à cette époque-là qui réduit la capacité d'une manufacture à offrir un produit à un certain prix. Le prix de tous les intrants a augmenté. Puis la Banque centrale a bien de la misère à gérer ça parce qu'elle se dit, en même temps, moi, je vais avoir un ralentissement économique en même temps qu'une augmentation des prix. D'habitude, ce qu'on associe, c'est plus un choc de demande, comme on a eu dernièrement. Tu envoies trop d'argent du monde, tu fais dépenser le gouvernement et là, tu t'endettes, tu imprimes de l'argent, ça devient de l'inflation. Donc, la Banque centrale a dit, je vais lever les taux d'intérêt parce que l'économie est en surchauffe, je veux la ralentir, je veux la refroidir. Un choc d'offre, c'est pas du tout ça. Fait que ça non plus, on n'a pas connu ça depuis longtemps dans un parce que certain... là, si on hausse les taux d'intérêt en ce moment, le danger de ça, c'est pas la stagflation, hein? Oui, ben en fait, Tyler Cowen, il y a une couple de jours, en parlait. Il est à la même université que Vincent, là, la Mason. Oui. Lui, il appelait ça une légère stagflation pour les États-Unis. Puis la stagflation, ça ne veut pas dire que tu as de l'inflation, que tu as une hausse du niveau des prix à chaque année très fortement. Lui, ce qu'on voit, puis la majorité des gens voient ça également en économie, et même les marchés obligataires voient ça. Les marchés obligataires, le prix des obligations a augmenté dernièrement et les taux d'intérêt 10 ans ont diminué dernièrement. Oui. Ça veut dire que ceux qui achètent des obligations n'ont pas peur de l'inflation. Si on comprend l'inflation comme une hausse du taux de croissance du niveau des prix à long terme,
Sur plusieurs années, une hausse de tarif ne fait pas ça. Une hausse de tarif, ça cause un choc, une hausse, un saut, un bump pendant un an. Tout ce que tu payais vient d'augmenter pendant un an, mais l'année d'après, il faudrait un autre tarif de 25 pour causer la même augmentation. Donc, les marchés obligataires n'ont pas peur de ça. Ce que les marchés voient, par exemple, c'est que tu viens de causer une baisse du taux de croissance du PIB ou même une baisse du PIB, ce qui serait une récession. Aux États-Unis, ce n'est pas tant une récession que de passer peut-être d'un taux de croissance de 3 à 2 ou à 1, avec une hausse du niveau des prix peut-être de 1,5 ou 1 de plus. Et au Canada, là, c'est clairement la récession parce qu'on était parti de 1,3 l'année passée. Ça devait s'en aller vers le 1,8 cette année 2026. Puis là, tout ça est annulé s'il y a tarif et contre-tarif. Ben, je vais mettre à l'écran un graphique là, que Bloomberg a sorti qui origine de la Banque du Canada. Et c'est repris dans le Financial Post. C'est exactement ce que tu es en train de dire. Là. On voit donc à l'écran, ça c'est l'impact que les tarifs peuvent avoir sur la croissance au Canada. Puis là, on le voit, là, la ligne bleue, c'est le scénario. La ligne blanche, c'est le scénario normal, donc ce qui est anticipé. Et la ligne bleue, c'est là, on le voit, le choc. Là. La ligne descend par en bas. Elle suit quand même l'autre, mais c'est ça un peu ce que tu dis. Puis là, ben, plus tu rajoutes des tarifs, c'est ça. Puis plus tu perds 3 tu continues avec la même tendance, mais tu viens de perdre 3 c'est une perte nette. Tu viens de tout changer, la nature et le volume des échanges. Ce que Vincent vous dit des fois, comme quoi le libre-échange cause c'est comme une consécration des meilleures décisions possibles parce que c'est entre individus libres qui ont eu le temps d'acquérir de l'information puis qui disent meilleur endroit pour acheter tel truc, c'est là. Si je le mixe avec autre chose, je vais avoir le meilleur prix de vente. Et l'acheteur va se tourner vers moi parce que j'ai le meilleur rapport qualité-prix. Bon, mais ça, tu viens de tout changer ça d'un coup sec et ça a des conséquences. Puis ça a des conséquences pour tout le monde. Par exemple, si vous demandez pourquoi les Américains sont inquiets de ça, c'est ce qui va nuire à Trump. Très, très tôt. D'ailleurs, dans le sondage Harris, que vous avez magnifiquement décrit, les seuls à le faire, entre autres. Là. Moi, j'ai goûté ça comme c'était pas possible. J'avais envoyé un message à Yann pour vous féliciter là-dessus. Mais dans le message à Harris, on voyait que c'était la politique tarifaire qui était celle qui était pour lesquelles les votants étaient le plus en désaccord parce qu'ils sont plus instruits que nous autres économiquement. Ils savent qu'ils vont payer la facture et ils savent également que les messages que vont probablement envoyer les autres dirigeants de pays, ça va être on va rétorquer. On n'ira pas optimalement économiquement en se disant on ne répond pas, plutôt on va réaiguiller nos ressources avec d'autres ententes et d'autres joueurs. C'est qu'on va rétorquer. Et ça, on le sait également. Fait que là, à la fois, aux États-Unis, si vous prenez la demande globale, ce dont vous parle des fois, Vincent, qu'est-ce qui fait qu'il y a un PIB qui se construit, qui se dépense? Bien, vous avez le consommateur. Lui, c'est peut-être 60 à 70 du PIB. Et lui, il anticipe vraiment que tous les gros morceaux vont coûter cher. Il se dit, je ne changerai pas mon auto cette année. On me dit qu'elle peut augmenter de 6 000 à 10 000 je n'achèterai pas ça. C'est parce que tu peux avoir une hausse des prix. Ça ne veut pas dire que tu consommes. Et donc, tu ne le fais pas, tu te prives. Pendant un bout de temps, tu dis, je ne change pas mon ménage, je ne change pas mes meubles, je ne change pas mon frigidaire, tous les gros morceaux. Ça amène à une augmentation de l'épargne, puis ça fait baisser ce que Vincent disait, la vélocité de la monnaie. Dans le fond, il y a moins de transactions. Hein. Puis tu vas acheter autre chose. Tu vas rester dans les petites choses qui ne coûtent pas cher. Tu vas substituer, mais il y a des choses que tu ne peux pas substituer. Fait que les gros morceaux, tu vas laisser tomber. Donc, tu sais déjà qu'un manufacturier américain qui vend à des Américains, lui, il se dit je vais avoir une baisse de mes ventes, donc baisse de profit et donc baisse des marchés boursiers hier, entre autres. Fait que ça, le consommateur, il envoie un message, je n'achèterai pas des produits. Le producteur, il reçoit le message, puis il dit, ben là, mes profits vont baisser, les marchés s'aperçoivent bien que mon action est trop évaluée en fonction d'un flux de revenus et de profits qui va diminuer.
il va moins investir parce qu'il est en période d'incertitude. L'autre partie du PIB, vous avez le consommateur, vous avez l'investissement par l'entrepreneur. Les deux viennent de baisser. Vous avez le gouvernement qui coupe. C'est une autre partie du PIB qui vient de diminuer. Et vous avez les exportations nettes. L'exportateur, c'est maintenant avec une réponse des autres pays qui vont mettre des tarifs également. Il dit, bien là, tous les produits que je vendais au Canada éventuellement ou au Mexique peut-être dans une semaine, en Chine, à l'heure actuelle, c'est déjà ciblé. Mais nous, on va être obligés il y a des gens qui ne nous achèteront pas ailleurs. Ils sont en train de dire ton produit maintenant est devenu trop cher. Je ne peux pas vendre tel produit au Canada, il vient d'augmenter de 25 %. Alors, vous avez deux types d'entrepreneurs qui devraient s'adresser à la Maison-Blanche. C'est maintenant l'exportateur et l'importateur, manufacturier. Ouais. Il n'y a personne. Puis ces gens-là, quand vous les faites parler, ils vous disent nulle part là-dedans, le scénario Trump est envisageable parce qu'il voulait ramener des manufactures aux États-Unis. Il n'y a pas un chat qui parle de ne plus acheter en Chine pour construire une usine au Kentucky. Il n'y a personne qui parle de ça. Non, si c'est vous ça. voyez un peu le déficit, le 1200 milliards de déficit commercial américain, la moitié vient de l'Asie. Puis ce que vous voyez, c'est que sur une dizaine de pays d'Asie, tout ce qui change, c'est la proportion de chacun. La Chine a diminué parce qu'elle fait faire des choses au Vietnam. Fait que là, tu as acheté du Vietnam plutôt que de la Chine pour contrôler ça. C'est ce que j'avais dit à un moment donné à Yann quand on parlait de ça. Quand tu regardais les chiffres d'importation américaine, quand Trump a commencé son histoire de tarifs sur la Chine, ce que tu as vu, c'est pas une baisse des importations des États-Unis, c'est que les importations se sont déplacées vers d'autres pays. On dit, OK, ben, là, les entrepreneurs qui commandaient du stock pour leurs entreprises ou les particuliers, ça n'a pas rouvert des usines dans le Rust Belt. C'est pas ça qui est arrivé. C'est qu'on a vu des importations augmenter de la Corée du Sud, de l'Inde, de Taïwan. C'est peut-être souhaitable, je ne sais pas. C'est pas ça mon point. C'est plutôt de dire que c'est pas vrai que c'est un mythe, l'histoire d'on va mettre des tarifs puis tous les business vont revenir aux États-Unis. Ben non, c'est un fantasme. C'est de la pure idéologie. C'est de la pure idéologie, puis ça frappe son mur. Dans son cas, à lui, c'est qu'en même temps, il ne joue même pas le playbook de ses propres conseillers. Il a réussi à se trouver 2-3 économistes qui croient dans les vertus du tarif, à ramasser de l'argent et à faire revenir des usines. Il a trouvé ces gens-là, qui sont extrêmement rares dans la profession. Ils sont tellement en désaccord avec l'ensemble. Ouais. Navarro et Myron. Vous en avez déjà parlé. Je ne sais pas si vous avez lu le texte de 40 pages. J'avais lu ça il y a un mois. Puis c'est pas entièrement fou dans sa logique. C'est juste qu'au total, ça ne peut pas donner le résultat espéré. Mais il ne joue même pas le playbook de Myron. Myron disait, vous jouez une augmentation mensuelle pendant 1 an. Si vous voulez, par exemple, 24 %, vous augmentez ça de 2 % par mois pendant que vous négociez et vous allez être capable de tout obtenir ce que vous voulez. Puis à la fin, probablement qu'il n'y aura pas de tarif avec le Canada. Là, au lieu de ça, vous avez Trump pas capable de se discipliner, même avec sa secte économique. Il dit 25 % d'une claque. Ensuite, il l'abandonne, il donne un mois, il revient à 25 %. C'est tellement chaotique que moi, je prévois qu'il va être obligé dans les prochains mois, sinon dans la semaine, à reculer en faisant voir qu'il a obtenu un gain. Mais sinon, ça va être un problème là, très, très, très sérieux là, parce que déjà, toute la hausse boursière connue depuis son élection, ben, elle vient de disparaître dans les S&P 500. Elle vient de disparaître. Fait que déjà, il n'y a pas un bon résultat. Puisque les marchés obligataires anticipent, c'est un ralentissement économique. Ce n'est pas un bon résultat pour quelqu'un qui avait dit à du monde il y aura moins de chômage, puis je vais contrôler l'inflation. Il va y avoir une hausse du prix des biens à court terme. Puis ça va atteindre sa base en plus. Sa base, là, parce que Vincent vous l'a déjà dit plusieurs fois, celui qui est de manière disproportionnée touché par un tarif, c'est celui qui est en bas de l'échelle économique. C'est la classe moyenne inférieure et classe moyenne qui va payer le plus cher. Tous ceux qui ont voté pour lui. Ah oui, parce que les besoins fondamentaux occupent un plus gros pourcentage de son budget. Puis ces prix-là, puis c'est plus dans les biens que dans les services. Fait que ces gens-là vont être drôlement touchés.
Joey, t'avais l'air de vouloir dire quelque chose. Ouais, ben en fait, c'est sûr qu'on sait plus l'analyse géopolitique du truc, puis gars, Trump, c'est un peu comme essayer de tenir une truite, là, tu sais, on sait jamais à 100% qu'est-ce qu'il va faire, il nous glisse tout le temps des mains, mais la théorie que supposément, parce que la manière que je vois ça un peu, puis autant que oui, il peut y avoir une partie carrément d'improvisation et tout ça, mais je compare un peu ça au drunken kickboxing. Le drunken boxing, ça a l'air tout croche, mais on dirait qu'il y a quand même une certaine stratégie derrière un peu. J'ai l'impression que avec ce qu'il a proposé au début, c'est ça, bien sûr, tout ce qu'il parle, là, il a fait la guerre au fentanyl, puis de ci, puis le budget de l'OTAN, puis tout ça. Mais le fameux truc de défense de l'Arctique, puis d'un peu comme d'englober l'Amérique du Nord, littéralement, là, mettons le Mexique, on le met un peu dans une sorte de il y a plusieurs qui proposent des théories de genre, OK, un genre d'union monétaire / passeport universel, parce qu'en gros, j'ai l'impression qu'ils se disent, OK, notre économie est vraiment, vraiment les reins plus solides, je parle de l'économie américaine, vraiment les reins plus solides pour toffer que le Canada. Fait que j'ai l'impression qu'ils sont comme en mode de guerre d'usure, que là, les Canadiens font le double, le contre-tarif, mais vous n'avez pas les reins, les amis, là, oubliez ça. C'est comme une partie voyons, de clé de bras. Là. À un moment donné, tu peux peut-être toffer une journée, mais oublie ça, à un moment donné, il va te claquer littéralement. Puis peut-être c'est le pari qui joue de cette façon, parce que c'est sûr qu'il ne pourra pas toffer ça pendant des mois de temps, là, ce qu'on peut clairement, selon les chiffres que tu présentes. Là. Mais c'est un pari, mais il va le perdre. Parce qu'à court terme, il va perdre autant. Tu sais, à l'heure actuelle, les marchés financiers te signalent clairement que l'Américain moyen va perdre. Et le président n'a pas les moyens d'attendre qu'on devienne sans ressources. Puis de toute manière, si tu veux vraiment faire ça, parce qu'il y a un sens à plusieurs choses pour la menace avec la menace tarifaire. Si tu dis je me retire d'Europe, parce que c'est ça qu'il fait, c'est pas de l'impérialisme, c'est le contraire. Je me retire d'Europe et j'ai un ensemble nord-américain qui inclut qui va aller jusqu'à l'Arctique, puis également le canal de Panama, j'ai exprimé mes réticences par rapport à une présence chinoise. Ça a un sens que tu veuilles obtenir ça. Ça a moins de sens si tes principaux alliés, tu en fais des adversaires et presque des ennemis. L'anti-américanisme qui vient de nourrir fait en sorte que moi, même Canadien, très sensible à certaines choses que je trouve qui ont de l'allure, parce que les Canadiens n'ont pas à se défendre, ne payent pas leur juste facture, je trouve normal qu'on nous pousse à le faire. Mais là où il est allé, il vient de tout enlever la bonne volonté possible avec qui que ce soit qui dirigerait le Canada. Parce que les Canadiens sont encore plus remontés contre les Américains. Puis ils ont de bien meilleures raisons d'être devenus anti-américains qu'avant. Ils en ont de bonnes. Donc, dans ce temps-là, la coopération, tu ne l'auras pas. Tu vas avoir la méfiance constante. Moi le premier, le gars a signé la dernière entente de libre-échange. Il ne respecte pas sa signature. Moi, je ne vois pas en quoi une prochaine signature a une quelconque valeur. N'importe quelle chose qui va se passer dans la semaine invaliderait l'entente. Les ententes, ils ne les respectent pas. C'est pour ça que je demande à mes dirigeants, prenez d'autres options, développez-vous en dehors de ça autant que possible. Répondez pas tant que ça. Je suis contre les tarifs réciproques parce que je sais que ça touche un Canadien qui va être déjà affecté. Mais en même temps, je comprends que le dirigeant canadien, qui lui aussi fait ses hypothèses, on les voit comme des cons qui ne comprennent rien. On voit que ça donne mal en maudit. Trudeau s'est doté d'une paire de couilles au plus mauvais moment pour nous autres. Là, lui, il fait voir que c'est de la bravoure. C'est pas de la bravoure, c'est de la bravade. Tu fais juste semblant que tu as des capacités de te battre, mais tu restes très loin de l'autre. Mais en même temps, s'il y a une rationalité à ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent... Nous, on sait très bien qu'on n'envoie pas un message efficace pour changer la vie du président américain, mais ceux qui nous vendent, à qui j'ai mis un prix de vente qui vient d'augmenter de 25 %, eux ont une entrée à la Maison-Blanche. Et déjà, ceux qui nous achètent avaient eu des téléphones à faire à la Maison-Blanche. Fait qu'ils... nos politiciens agissent à court terme, justement, c'est pas dollar pour dollar, c'est plus ciblé que ça. L'augmentation est un peu plus tard à 150 milliards qui seraient touchés par les exportations américaines. Ça va un peu plus tard. La dirigeante mexicaine va attendre une semaine. Fait que, il y a beaucoup de gens qui tablent sur le fait que le gars va être obligé de se raplomber parce que les marchés financiers et les hommes d'affaires américains républicains, ceux qui comptent,
C'est la seule chose c'est qui compte. C'est probablement le calcul qu'on fait à court terme chez les dirigeants. Mais moi, j'ai une question, commentaire un peu ironique dans tout ça. C'est que une des choses qui me frappe le plus en ce moment, là, dans tout ce qui se passe, c'est qu'on sort de... Il n'y a pas si longtemps que ça, là, on sortait d'une pandémie mondiale dans laquelle, jour après jour, on avait des dirigeants qui arrivaient sur un petit lutrin, qui nous regardaient et nous disaient « Nous, on suit la science. » Les gens qui sont dans des trucs alternatifs, là, on ne veut rien savoir. Nous, c'est la science. Nous, on suit la science. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'aux États-Unis, tu as un président en gros, il a trouvé 2-3 économistes qui valident ce que lui dit, mais si tu fais le tour des universités, il n'y a pas personne qui va te dire, ni dans le monde de l'entrepreneuriat, ni en économie, que ça a de l'allure, les tarifs. Puis le Canada se dit, nous autres, on répond, puis tu n'es à peu près pas capable de trouver quelqu'un qui a une formation sérieuse qui dit que ce qui est proposé en ce moment par Ford, par Legault, par Trudeau, par autres, que ça fait du sens. Écoute, l'article que je vous ai montré tantôt, tu en as un autre qui parle. J'ai vu hier Sylvain Charlebois, Vincent Jolezot, un économiste de l'Université Laval. Regarde, c'est un après l'autre. Et là, c'est l'économiste en chef de la banque Credit Union. Il dit « Les mesures de rétorsion du Canada sont économiquement contre-productives et limitent la réponse de la politique monétaire, ce qui nuit aux consommateurs, aux producteurs et aux finances du gouvernement canadien. » C'est Brian Hu. Puis là, il y en a d'autres. Ils disent toute la même affaire, mais on a une classe politique qui est unanime. Ford est au bout de sa chaîne. Voici ce qu'il faut faire. Puis tu te dis, mais est rendue où la science exactement? Parce qu'on dirait que ça fonctionne ça fonctionnait pour les masques, les vaccins, mais quand il est question d'économie, ça a l'air que l'avis des ceux qui savent n'est plus important. Ah, mais ça n'a jamais compté. Nos dirigeants politiques sont plus protectionnistes qu'autre chose. On le voit juste à cause des barrières interprovinciales. On le voit à cause de la place de l'État dans l'économie canadienne. On le voit encore plus au Québec, où la place de l'interventionnisme est plus élevée. Le politicien moyen qu'on produit, lui, a son propre agenda. Il a très bien saisi les résultats de sa propre dynamique. Il a toujours fait croire, par exemple, un Legault a toujours fait croire que l'État était nécessaire pour qu'on puisse se défendre par rapport au reste du monde. Et là, il y a juste une occasion de plus de jouer des cartes. Les boycotts, lui, ça ne fait pas depuis hier qu'il est là-dedans. Là. Rappelez-vous, dans ses débuts même, début de la CAQ, les histoires qu'il fallait boycotter Saint-Hubert, puis la peinture de Rona. Oui. Puis, lui, en fait, c'est ça, je pense que c'est Vincent qui disait ça, puis il a totalement raison, c'est que cette crise-là, en ce moment, fait dire à des gens qu'il faut faire ce qu'ils ont toujours eu envie qu'on fasse. Oui, ça dit, vous voyez bien que vous avez besoin d'un État omnipotent, omniprésent, omni-interventionniste. Fait que, ils n'ont jamais vraiment cru à ces choses-là. Parce que celui qui croit au libre-échange, il ne fait pas aveu de faiblesse. Par exemple, quelqu'un comme Trump n'y croit pas non plus. Lui, c'est équivalent, c'est évident, il parle de tarifs depuis très longtemps. Il y a des cotes là où on le voit, il y a 20 ans qu'il parlait des tarifs. Fait que ce gars-là n'y croit pas. Mais il est dans l'immobilier. Il n'est pas dans le manufacturier. Fait que qu'il y croit ou pas, ça ne change rien à sa business. Ça change de quoi quand tu deviens président américain? Et là, mais c'est un aveu de faiblesse. Tu sais, il faut vraiment être pas convaincu de la force économique américaine que de diriger un des pays qui a le taux de croissance le plus élevé au monde comme gros pays, qui a autant de multinationales dominantes à travers le monde, dans tous les secteurs. Puis, s'il y avait un peu de science, il saurait que c'est la raison pour laquelle le manufacturier a baissé aux États-Unis, c'est comme dans les autres pays de l'OCDE, c'est à cause des innovations. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un payé à un prix dérisoire à quelque part. On ne fait pas travailler les enfants en Chine pour nous envoyer des produits. Fait que il y a quelque chose là-dedans qu'ils ne savent pas, auquel ils ne croient pas. Puis c'est un aveu d'impuissance. Joanne me faisait remarquer, elle avait lu quelque chose à un moment donné qui disait se plaindre des tarifs commerciaux des autres ou des rigidités des autres qui nous vendent avec une protection comme par exemple le Canada pour le lait et tout ça. Se plaindre de ça quand tu es président américain, c'est comme un peu l'EDI. T'es une momoune qui chigne parce qu'on a été injuste avec toi, on n'a pas été fin avec toi. Fait qu'on va brailler parce que les autres sont injustes. Denis,
dirige les États-Unis. Écoute, c'est un discours qui est lunaire. Tu es dominant économiquement. Fait que là, de voir que nos dominés d'ici, les plus mauvais politiciens d'Amérique du Nord qu'on a comme dirigeants, ça, c'est des vrais faits parce qu'ils nous ont tellement affaiblis. Ils répondent en disant, ben là, c'est injuste, tu m'attaques, ce qui est vrai. Mais en même temps, leur discours à eux, je m'y attends. Trudeau, c'est un faible. Il a toujours été un faible. Legault, c'est un faible. Ça a toujours été un faible. Tu ne crois pas aux Québécois si tu les protèges de tout. Si tu penses qu'ils sont incapables de faire face à quoi que ce soit, tu ne protèges pas. Tu n'as pas une grande opinion des Québécois. Moi, j'ai une grande opinion des Québécois, malgré que je me fous et je ris beaucoup des peureux qu'on a. Mais moi, quand je faisais de la compétition, les Québécois, ils étaient dominants aux États-Unis. Les seuls qui se battaient plus brutalement que nous autres, c'était les Texans. Fait que quand vous avez des gens comme Céline Dion, comme le Cirque du Soleil à une époque, comme des dirigeants d'entreprises d'ici qui vont acheter ailleurs, des gens coutus qui achètent des chaînes de pharmacie ailleurs, on a des dominants. Donc, on n'a pas besoin d'être protégé. Le Québécois n'a pas besoin d'être protégé de quoi que ce soit. On a beaucoup de petits pays. Si vous regardez les pays qui ont le taux de croissance le plus élevé dans le dernier 10 ans, vous avez les États-Unis, bien sûr, mais après ça, là, vous tombez dans des pays qui sont plus petits. Les Provinces-Unies, vous tombez dans le Danemark, la Suède, c'est des pays de 8 millions d'habitants. On serait capable de faire ça en masse si on n'avait pas des gouvernements qui se mettaient dans nos jambes. Ce qu'on a, c'est des mauvais gouvernements. Ce n'est pas des Québécois faibles. Mais nos mauvais gouvernements nous font croire qu'on a besoin de tuteurs. Oui. Justement, vas-y, Joey. J'allais justement, en parlant de contexte québécois et de gouvernement, qu'on aime si bien le dire, qu'est-ce que tu penses de ce qui va se passer? Parce que là, j'ai l'impression que toute la table est mise. Là, le logo est sorti dans les médias dans les derniers jours. On sort quasiment le discours covidien. On va s'occuper de vous autres. Puis même si on perd quasiment un petit peu moins de 200 000 emplois, on va faire travailler chez Hydro-Québec, puis la Caisse de dépôt, Investissement Québec et tout ça. Là, bien évidemment, on sait que le budget va être déposé dans quelques semaines. Est-ce qu'on va s'en laver les mains en disant c'est la faute de Trump, c'est la faute de Trump, donc on fait notre possible de ci, de ça. Puis en plus, la gang de Luc Godbout, de la chaire en fiscalité de l'Université de Sherbrooke, il y a quelques semaines, qui lui a quasiment donné un plateau d'argent que pour les nouvelles sources de revenus, oui, on va augmenter la taxe sur l'essence. Oui, on va mettre une taxe sur les boissons sucrées, de ci, de ça. Selon toi, penses-tu que c'est vraiment le climat parfait pour un gouvernement étatiste comme ça de vouloir aller de l'avant puis double down au lieu que pour une fois de donner de l'argent dans la poche du monde? Oui, c'est inespéré. Oui, c'est inespéré pour ça. Mais ils ont été élevés là-dedans. Puis la raison pour laquelle le Québécois moyen qui vote pour ces gens-là, parce que je parle juste de ceux qui votent pour une protection, c'est pas la majorité, là. C'est ceux qui votent pour la CAQ à l'heure actuelle, c'est pas une majorité. Mais ceux qui votent pour ça ont été nourris à un discours de protection du pauvre petit Québécois qui, si on le laissait à lui-même, il serait tellement maltraité par tous les autres. Fait que ce discours-là, Legault a été élevé là-dedans. C'est un péquiste. Et on se dit, on va devenir souverain avec l'État. Et c'est l'État qui va nous permettre ça. Et on l'a acheté, toute une génération l'a acheté. Et c'est un pur produit de ce discours-là. Puis si on voit le Québécois qui vote pour ça, qui est comme un mouton qui tend lui-même le rasoir, il ne faut pas s'en surprendre. Nos élites nous trahissent. Nos élites nous font prendre des décisions qui ne sont pas bonnes, nous proposent des politiques qui sont contre-productives. Moi, je ne peux pas demander à la population d'avoir une idée qui ne tienne pas compte de ce que ces élites lui répètent à tous les jours. Dans les médias où les élites politiques lui disent sans arrêt que l'État crée la richesse, qu'on ne peut pas couper, que des fonctionnaires de plus, ça va compenser pour du monde qui perd leur emploi dans une manufacture. La population n'entend que ça. Elle n'entend que ça. Si elle est juste seulement dans la province d'à côté, elle va entendre les deux discours parce qu'elle va avoir au moins National Post. Mais elle n'entendra pas ça, elle ne lira pas ça si elle est unilingue francophone québécoise. Fait que moi, je peux pas la blâmer de répéter ce que ces élites lui disent au quotidien. Ils sont brainwashés. Ouais, c'est ça qui... Mais c'est réel pour eux, ces politiciens-là.
On dit souvent que, puis peut-être on va terminer avec ça avant de te laisser puis d'aller sur Patreon avec les auditeurs, mais on dit souvent que les politiciens sont bons à deux places, dans l'opposition et quand ils ont pris leur retraite. Ça se vérifie souvent. Et moi, ce que je vois en ce moment, c'est qu'on dirait que les seuls qui ont des discours cohérents que j'ai entendus, qui viennent du monde politique, ben, c'est exactement cette catégorie-là. Donc, on a entendu Lucien Bouchard qui a eu un discours très modéré sur faut faire attention, tout ce qu'on a bâti, c'est fragile. Le but, c'est de désescalader des conflits. Puis, faut se mettre dans la tête que dans 4 ans, il va y avoir une autre administration, puis on va être ailleurs. Puis, moi, ça fait longtemps. Mais ça, c'est la parole de quelqu'un aussi qui a 85 ans, qui en a vu passer des affaires dans sa vie, puis il en a vu passer des présidents. On a entendu Philippe Couillard aussi, que j'ai quand même apprécié sa sortie, qui a dit attention, là, quand nous, on négociait l'exportation d'hydroélectricité, notre compétiteur, c'était du GNL de l'Est des États-Unis. Puis ce qui va arriver si vous faites des conneries, genre on ferme le courant, là, comme Ford veut faire et autres, il dit ils vont se revirer de bord, ils vont se brancher sur le gaz naturel. C'était eux, ils hésitaient entre les deux à l'époque, là, ils n'hésiteront plus. Là. Fait qu'il faut faire bien attention avant de faire des conneries qui peuvent avoir de l'air héroïque une journée, mais après, tu n'as pour 30 ans à te coltiner les 20-30 ans à te coltiner les répercussions de ça. Puis dans la politique active, ben là, évidemment, je pense que Maxime Bernier a fait quelques bonnes sorties, Éric Duhem aussi, mais un qui m'a surpris, c'est Plamondon, PSPP. Je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être en terminant. Bien, tous ceux qui vont vous dire faut prendre les choses en gardant l'esprit froid, puis prendre notre temps pour faire attention aux réactions intempestives qu'on pourrait avoir, parce que, tu sais, moi, j'aurais pas probablement la capacité de me restreindre si on me bravait comme ça, les Américains. Je ne suis pas sûr que je répondrais bien la bonne journée, ce qui serait adéquat. Mais ce qui est adéquat, normalement, ça devrait prendre en compte la disproportion des forces. La disproportion des forces nous interdit de se battre de front. Prenez ça comme un général d'armée qui se retrouverait avec 10 000 personnes de son bord contre une armée de 100 000 de l'autre côté. C'est certain qu'il ne fera pas une bataille rangée. C'est certain qu'il va plutôt adopter la guérilla. Je vais faire d'autres choses qui vont nuire, je vais vous épuiser, je vais créer de l'attrition de votre côté, je vais faire des choses qui vont vous nuire, mais jamais vous serez en mesure de dire que vous m'avez détruit en une bataille parce que j'ai été assez cave pour mettre 10 000 personnes devant 100 000 personnes. Et là, ce qu'on fait, ça ressemble à ça. Oui, c'est ça qui est le... Puis moi, je disais hier, il y a des manières de répondre à ça, à mon avis, sans que ça frappe de front les citoyens. Là. Ouais. Moi, je disais que les tarifs, autrement dit, ceux qui exportent, ben, les tarifs, c'est une charge de plus dans tes coûts, dans tes affaires par rapport à tes compétiteurs américains. Moi, je pense que si on relaxait ces gens-là de certains fardeaux fiscaux puis moins de paperasse, ça leur permettrait de au moins compenser un peu en termes en termes de marge de manœuvre. Je pense aussi qu'il y a plein de politiques américaines sur lesquelles on s'est aligné qui sont peut-être pas tant que ça dans notre intérêt, puis ça les attaquerait pas directement, mais si on les abandonnait, je pense que ça les ferait royalement chier. Je pense notamment à l'histoire du tarif de 100 % qu'on a mis sur des véhicules chinois. Ça, c'est directement une promesse de campagne que Trump avait. Je ne vois pas pourquoi on a fait ça. Je comprends qu'il y a une industrie de l'automobile en Ontario, mais à ce que je sache, ce n'est pas une industrie de pointe dans le véhicule électrique. Je veux dire, moi, je pense qu'on pourrait dire que, regarde, on a fait ça pour vous faire plaisir, mais vous nous attaquez, nous autres. On l'enlève, ce tarif-là. Tu sais, dans le fond, se redonner à nous de la marge de manœuvre, au lieu de s'en enlever. Là, je trouve que ce qu'on fait, c'est comme si on dit, ben quelqu'un me frappe, ben regarde, je prends mes deux mains et je mets mes menottes dans le dos. Mais c'est parce qu'on n'a pas confiance. Parce que si vous aviez, par exemple, un dirigeant fort, quelqu'un qui est structuré intellectuellement, puis qui a confiance dans sa population, dans les capacités commerciales et productives de sa population, il pourrait prendre le rythme Trump de dire, à chaque semaine, je vais vous annoncer quelque chose qui est une contre-mesure. Dans l'immédiat, ça serait justement l'abandon de barrières interprovinciales, l'abandon
de mesures bureaucratiques qui retardent l'acceptation de projets, dans l'exploitation de nos ressources, de nouvelles ententes. À chaque semaine, quelqu'un pourrait dire « j'ai conclu en réponse à, j'ai conclu une nouvelle entente ». Un peu comme moi dans mon marché, la même chose que Yann. Si on perd un client et qu'on sait qu'on le remplace 2 jours après, on n'est pas supposé être catastrophé du fait qu'on a perdu un client. Les États-Unis, pour nous, c'est un client. Il dit, je ne veux pas faire affaire avec vous autres au prix que vous chargez. Donc, je vous négocie durement le fait qu'on resterait en affaires. Ben, on peut très bien dire, ben regarde, le volume de nos affaires va diminuer certainement. Moi, je ne réponds pas à ça avec un tarif qui va nuire à ma population déjà affectée par ta décision. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me chercher d'autres clients. J'annonce une entente de libre-échange avec l'Argentine. J'annonce. Ben oui, je vais te bypasser, je vais passer par-dessus toi, puis je vais aller en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Je vais aller dans le Pacifique. Je vais aller en Europe. Je vais conclure plein d'ententes. Ce que font les Chinois. Les Chinois, avec les tarifs qui ont été implantés 2018-2019, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait grossir les autres pays. Même, ils ont fait en sorte d'investir au Mexique pour produire des autos. Puis il y a autre chose. Ils n'ont pas décidé de faire une guerre à outrance. Ils ont fait en sorte de contourner. C'est ce que les hommes d'affaires vont faire. Ils vont contourner. Mais quelqu'un qui dirigerait une province forte ou un pays fort se dirait, on va répondre à ça en diminuant notre risque par rapport à un client qui était devenu bien trop important pour nos exportations. Tu sais, quand on a un unique producteur, ça s'appelle un monopole. Quand on a un unique client, ça s'appelle un monopsone. Là, on s'est mis dans une situation où si notre plus gros client nous cause des problèmes, on peut perdre notre maison. C'est pas normal de raisonner comme ça. Non. Alors, si on avait des dirigeants forts pour un peuple fort, ils nous diraient, ayez confiance, je suis en train de conclure des ententes qui vont compenser pour ça, puis on va en ressortir avec une structure économique plus forte. Je vais baisser les impôts, je vais changer la réglementation, on va accepter tous les projets, on va faire affaire avec les provinces d'à côté plutôt que l'État d'à côté, ça va compenser plus. On ne met pas de tarifs parce qu'on n'est pas dans le business d'appauvrir les Canadiens. Si on avait du monde fort, c'est ça qu'on ferait avec notre pays, puis on en sortirait mieux parce que même si Trump changeait d'idée, moi, si aujourd'hui il annonçait qu'il renonce à ça parce que j'ai jasé puis finalement j'ai obtenu ce que je voulais, on n'est pas à l'abri que dans un mois qu'ils refassent la même affaire. Moi, je me dirais, les États-Unis ont changé le Canada et peut-être pour le mieux. Moi, je ne suis pas anti-américain, mais étant donné qu'il y a suffisamment de gens qui ont acheté l'histoire des tarifs, il y a des présidents capables de croire à ça, je n'ai pas confiance en un client qui prend autant de place dans mes livres. Je diversifierais. Puis, moi, Yann, on a un certain nombre de clients qui font en sorte que s'il y en a un ou deux qui partent, ça ne change absolument rien à notre business. C'est voulu que ce soit comme ça. Si quelqu'un se dit, on avait ça à un moment donné au Québec, un producteur de fruits et légumes qui était devenu comme l'unique fournisseur d'une grosse chaîne qui, du jour au lendemain, n'a pas renouvelé le contrat, puis le gars a fait faillite. Non, c'est ça. À qui la faute? À celui qui s'est fié à un client unique. Nous, c'est pareil. Pour nos exportations, on est lazy, puis c'est parce qu'on est mal dirigé. Là, les circonstances, normalement, devraient nous amener à demander beaucoup plus à nos dirigeants, mais on n'a pas été élevé là-dedans. On a été élevé dans la protection de l'État. On est sous une cloche de verre, on est sous le dôme. Fait que là, on demande une protection au lieu de dire « soyez donc dynamique, puis offrez-nous les moyens de diversifier le risque, puis de vendre ailleurs ». Absolument. Merci beaucoup, Denis, Julien, d'avoir été là. Je pense que ça a éclairé l'auditoire, en tout cas, pour avoir un meilleur son de cloche sur ce qui se passe en ce moment, parce que je pense pas que lire le journal avec des listes de produits à boycotter va vous apprendre grand-chose. Là. Fait que merci d'avoir été là. En CHSLD. C'est ça. Merci beaucoup, Denis, d'avoir été là.
Ah, très, très bon. Écoute, avant qu'on passe sur Patreon, je remercie nos commanditaires, Ranch Brand. Utilisez votre code promo Yann10 pour avoir vos vêtements. Donc, ça vaut la peine de se procurer ce code promo-là. TLF Dessin pour tous vos besoins en matière de construction, le dessin industriel, c'est une grosse business. Ils ont travaillé sur des gros projets, notamment le pont Champlain à Montréal. Donc, peu importe vous êtes dans quel domaine de construction, vous avez besoin de plans, vous avez besoin de plans 3D. Donc, c'est TLF Dessin, c'est pas mal la business pour ça, je vous dirais. Et Ready for Canada pour toutes vos demandes en matière d'immigration. On le sait, dans les derniers mois, dernières années, ça a beaucoup changé, particulièrement derniers mois, change les exigences. On a vu l'histoire crève-cœur d'une Française établie au Lac-Saint-Jean. Elle voulait partir sa propre business. Elle a un diplôme universitaire. Normalement, tu te dis, elle coche toutes les cases. Ça parle français, un diplôme universitaire, est en affaires. Elle devrait pouvoir rester. Non, ils ont changé de quoi? Il y a un papier qui n'est pas bon. Contactez Ready for Canada. Eux autres vont vous aider dans votre représentation. Sur ça, on va passer à la partie Patreon et il y a pas mal de stock. On a un sondage léger qui est sorti qui montre que ça bouge pas mal au niveau fédéral. On a quelques articles sur Pilule Rouge, notamment sur la réélection de Doug Ford. Et on a également, Joey a écouté hier le State of Union, donc le speech de Trump devant le Congrès, le discours à la nation. Donc, on a 2-3 extraits pour vous autres. On vous passe ça dans quelques instants.